Bonjour à tous, je m'appelle Tania Lompré. L'éducation, l'immigration, la langue française, ça vous intéresse? Vous êtes au bon endroit parce que moi aussi. Ensemble, on va explorer plusieurs enjeux reliés de près ou de loin à la francisation, à l'immigration, à l'enseignement et à l'apprentissage. On va aussi aborder les politiques publiques et l'actualité qui sont reliées à ces thématiques. De mon côté, moi, je suis une fille super animée par l'idéal de faire du Québec un endroit où tous peuvent s'épanouir en français, avec ou sans accent. J'ai la tête qui foisonne d'idées, d'opinions et de solutions. On sera peut-être pas toujours d'accord, hein? Mais n'est-ce pas une des facettes de la diversité qui fait que c'est vraiment beau chez nous? Alors, bienvenue à tous sur le balado, avec ou sans accent. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au 3e épisode du balado avec ou sans accent. Un balado où aujourd'hui, on va en fait parler de francisation des adultes. Donc, on va définir ce qu'est la francisation. Et quand on parle de francisation, en fait, là, juste pour être très clair, la francisation, ce sont des cours de français langue seconde adaptés, en fait, à la réalité québécoise. Ce sont des cours où on va, en fait, aider les nouveaux arrivants à apprendre le français, mais aussi à apprendre les repères culturels de la société québécoise dans laquelle ils viennent d'arriver. Puis là, je dis ils viennent d'arriver, mais en fait, la francisation est accessible à tout le monde, en fait, si vous habitez au Québec depuis 20 ans, depuis 10 ans ou depuis 3 jours. Là. Par 3 jours, ça va être compliqué. Il faut attendre que Francisation Québec vous trouve une place. Ça risque d'être plus 5-6 mois. Mais, blague à part, c'est pas tout à fait une blague, mais en tout cas, avant 2019, le programme de francisation est accessible seulement aux gens qui étaient ici depuis 5 ans et moins. Puis ensuite, si vous vouliez en fait avoir droit au programme de francisation, il fallait passer par Emploi Québec, tout ça. Maintenant, depuis 2019, le programme a été beaucoup plus ouvert. Donc, si vous êtes ici depuis vraiment 20 ans, 25 ans, des fois, il y a des gens qui arrivent au Québec, qui ont élevé leurs enfants, qui ont lancé une entreprise, qui ont survécu pendant des années. Puis là, maintenant que ça va mieux, bien là, ils peuvent aller apprendre le français. Fait qu'on a des gens vraiment qui sont là depuis longtemps, mais qui décident à un moment donné que c'est important, j'ai envie d'apprendre la langue de la société où j'habite. Donc, ce sont vraiment des cours là, qui ont comme objectif de rendre les gens autonomes en français. Qu'est-ce que je veux dire par autonome? Ça veut dire que, dans le fond, on les rend indépendants. On essaie de les rendre indépendants. En tout cas, notre objectif ultime, c'est qu'à la fin du niveau 8, je vous explique, là, on offre l'échelle de compétences québécoise a 12 niveaux. Donc, un niveau 1 étant une personne qui est complètement débutante et le niveau 12 étant une personne francophone. Les cours sont offerts, là, même si vous parlez déjà un peu français ou que quelqu'un qui arrive au Québec qui a une certaine base peut là, poursuivre là, dans les échelles, donc et commencer par exemple au niveau 4 ou au niveau 5. Donc, les gens viennent apprendre le français ou encore bonifier le français qu'ils parlent déjà. C'est important aussi de mentionner qu'on couvre 4 compétences, hein, autant la compréhension orale que la production orale. La même chose du côté écrit, là, donc compréhension écrite, production écrite. Évidemment, l'objectif, ce n'est pas d'en faire des Michel Tremblay. Là, donc, l'important, c'est que les gens puissent être autonomes dans les tâches quotidiennes au niveau de l'écriture, de la lecture, tout ça, et en fait, d'échanger dans la vie de tous les jours. Évidemment, en fait, le niveau 8, souvent, est celui qui va être demandé, en fait, si les gens veulent poursuivre leurs études, tout ça. Donc, c'est sûr qu'on va suggérer, en fait, de se rendre à la fin. On suggère toujours à tout le monde de se rendre à la fin des niveaux, évidemment. Mais si on se fie là, au rapport du commissaire à la langue française, on voit là, que très, très peu de gens, en fait, se rendent jusqu'à la fin du niveau 8. Donc, c'est quand même notre objectif à nous là, de faire en sorte que les gens poursuivent le plus longtemps possible. Mais évidemment, la réalité étant ce qu'elle est, là, souvent les gens vont trouver un travail ou souvent vont trouver un travail. En fait, c'est souvent ça la raison qui fait en sorte que les gens quittent. Quittent pas parce que ça les intéresse pas nécessairement. Là, c'est vraiment parce que la francisation, les gens qui sont en francisation reçoivent une allocation de subsistance. Là. Donc, à peu près là, 820 $ par mois là, environ. Et c'est peu. Hein? Donc, vous savez que si vous travaillez au salaire minimum à temps plein, vous allez faire plus de sous. Donc, souvent, les gens viennent apprendre une certaine base, puis après, vont aller travailler. Évidemment, il y en a aussi qui se rendent jusqu'à la fin puis qui considèrent que c'est important de terminer le parcours, là, mais souvent, il y a des gens qui vont nous dire Madame, monsieur, il faut que j'aille travailler maintenant, il faut que je paye mes choses et j'ai plus les moyens de me franciser, par exemple, à temps plein. C'est important de mentionner que pour ces gens-là, par contre, il y a une offre de service de francisation à temps partiel au Québec. Donc, le cours à temps plein, c'est 30 heures par semaine. C'est très long. Des fois, les gens me disent 30 heures par semaine à apprendre une langue, c'est énorme. Bon, c'est énorme, peut-être. Donc, mais c'est sûr que les gens veulent être autonomes plus rapidement. Donc, si on donne des cours 4 heures par semaine, ça va leur prendre des années à atteindre l'indépendance langagière, l'autonomie langagière. Et pour atteindre ce niveau-là,
Notre programme au Québec parle de 1400 heures, donc pour atteindre le niveau 8, donc l'autonomie langagière. Donc, c'est sûr qu'à raison de 4 heures par semaine, c'est très, très lent. Je suggère toujours aux gens, là, quand je les rencontre à l'inscription, de s'inscrire à temps plein. Mais évidemment, je comprends que la réalité de plusieurs personnes fait en sorte qu'ils peuvent seulement venir à temps partiel. Dans les écoles, on offre des cours à temps partiel de jour et de soir, surtout, sur des horaires flexibles. Donc, les gens qui travaillent à temps plein de jour peuvent venir en francisation, là, selon les centres, 6 heures, 9 heures, 12 heures ou même 16 heures par semaine de soir. Et plusieurs centres offrent des cours aussi le samedi matin. Là, je dis plusieurs, là, mais quelques-uns au Québec offrent des cours les samedis matins là, pour les gens en fait qui travaillent toute la semaine. Euh, je veux vous dire en fait que les nouveaux arrivants sont très, très vaillants. Là. Moi, je ne sais plus combien d'étudiants j'ai eu qui étaient 30 heures à l'école le jour et qui travaillaient la nuit ou le soir, ou la nuit, le soir et les fins de semaine, qui ne dormaient que très, très peu. Là. Des gens qui me disaient ben, je dors 2-3 heures par nuit parce que j'étudie le français, puis après, je travaille. Donc, des gens vaillants là, qui sont très motivés aussi. Bon, je ne sais pas toujours dire ça, mais je pense que c'est important de savoir qu'il y a des gens qui font beaucoup, 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 beaucoup d'efforts pour apprendre le français. Si on résume un peu, là, donc la francisation, c'est vraiment un programme éducatif qui est destiné aux adultes nouveaux arrivants, puis qui vise à acquérir, en fait, oui, les compétences langagières, mais aussi les codes, en fait, les repères culturels pour aider aussi ou favoriser l'intégration sociale et professionnelle au Québec. Dans le fond, notre objectif, c'est qu'ils participent à la vie québécoise. Le programme aussi va viser à développer des compétences langagières, comme je vous dis, là, écriture, lecture aussi, et les compétences culturelles interculturelles des apprenants aussi, donc apprendre à vivre ensemble. Au niveau de l'historique de la francisation du Québec, les cours ont commencé, pas dire qu'il n'y en avait pas avant, là, mais disons que le ministère de l'Immigration du Québec a été créé dans les années 60, lorsque le Québec était en pleine période d'effervescence. Et c'est en 1968 et 69 là, qu'on commence à mettre vraiment sur place les premiers programmes. Donc, le premier s'appelait le SOFI, donc le Service d'orientation et de formation des immigrants. Et l'année suivante a été suivie par les COFI, donc les centres d'orientation et de formation pour immigrants. Et les COFI sont vraiment très connus. Hein. Donc, souvent, moi, quand je dis aux gens que j'enseigne en francisation, ils me disent ah, toi, tu travailles dans un COFI, dans le fond. Comme, ouais, ben, les COFI n'existent plus. Donc, ça change. Évidemment, ça n'existe plus. Ça a évolué. Là. Donc, ce qu'on offre comme cours présentement, c'est un peu la même chose. Donc, on offre un cours de francisation, mais aussi des repères culturels, interculturels. On parle du monde du travail, tout ça. Donc, à quoi les gens peuvent s'attendre là, pour faire une entrevue, écrire un CV. On fait tout ça aussi. Donc, c'est vraiment un COFI 2.0. Mais oui, c'est le COFI qui a commencé, en fait, ou qui avait le premier programme. Là. Et c'est un programme dont je crois plusieurs personnes sont nostalgiques parce que chaque fois que j'en entends parler, les gens sont comme ah oui, les COFI, ah, ça c'était bien. Ben, ce qu'on fait maintenant aussi, c'est très bien. Hein. Donc, les adultes immigrants, donc à partir de 16 ans, peuvent venir en francisation. Il n'y a pas d'âge maximal. Hein. Donc, vous pouvez venir à 16 ans, vous pouvez venir à 25 ans, à 40 ans, à 70, à 80, 85. Moi, je vous dirais que des apprenants là, entre 75 et 85 ans, j'en ai eu plusieurs dans ma vie. Des gens qui sont qui arrivent au Québec souvent, qui ont été soit parrainés par leurs enfants ou qui sont réfugiés, mais qui veulent vraiment apprendre, qui veulent aussi sortir de l'isolement. Là. Donc, une classe de francisation, c'est pas. Moi, oui, c'est un endroit où on apprend des choses, mais c'est un peu un contexte, hein, parce que la classe de francisation devient une première famille, en fait, ou un premier réseau de contact au Québec. Et les liens qui peuvent se tisser en classe de francisation entre apprenants sont très forts. Les liens qui peuvent se tisser aussi entre apprenants et enseignants peuvent être aussi très forts. Hein. Donc, si vous connaissez des enseignants en francisation, si vous l'êtes vous-même, je pense que la reconnaissance qui se crée, ou il y a une relation vraiment spéciale qui se passe entre un enseignant en francisation et son groupe d'apprenants en général. Puis souvent, à la fin des sessions, on va voir que. Puis là, je ne dis pas qu'on fait ce travail-là pour avoir des cadeaux, là, mais souvent, à la fin des sessions, on est gâté comme enseignant de francisation, comme si on enseignait au primaire. Là. On reçoit un paquet de cadeaux. Puis souvent, à nos anniversaires, on nous fait. En tout cas, moi, là, j'ai plusieurs souvenirs d'anniversaires qu'on m'a organisés de façon surprise là, dans mes classes. Donc, c'est vraiment un milieu où les gens sont très, très reconnaissants. Ça peut faire changement de d'autres milieux d'enseignement. Souvent, des collègues, en fait, qui ont enseigné avant au primaire ou au secondaire arrivent en francisation et disent mon Dieu, tu sais, que j'aurais dû arriver ici avant. Quel emploi magnifique, en fait. Quel bel emploi. On va s'en reparler aussi tantôt si jamais ça vous intéresse. Vous dites ah, moi aussi, j'aimerais peut-être ça faire ça. On va se parler un peu tantôt de comment on peut peut-être le faire.
Après les COFI, là, je passe un peu du coq à l'âne, mais quand les COFI ont été fermés, en fait, là, c'est vraiment, depuis les années 2000, en fait, là, que la francisation était un peu offerte n'importe où, je vous dirais, là. Oui, dans les CSS, dans les centres de services scolaires, oui, au MIFI, mais aussi, par le ministère du Travail, aussi par, des organismes. Donc il y avait un peu de la francisation un peu partout, à droite, à gauche et c'était peut-être un peu difficile de s'y retrouver. Donc pour pallier, en fait, le ministère a mis sur pied Francisation Québec le 1er juin 2023 et Francisation Québec, maintenant, est un guichet d'accès unique là, pour tout le monde qui veut faire de la francisation, qui veut faire des cours de francisation au Québec, donc doit passer par la plateforme Francisation Québec. Francisation Québec n'a pas que des, en fait, n'a pas que des succès. Donc, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs problématiques cette année. Là. Évidemment, c'est la première année. On va voir comment ça va se passer dans le futur, mais la naissance là, de Francisation Québec n'a pas été optimale, disons comme ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup de friction entre les ministères. Les gens se sont très peu parlé. Le ministère de l'Immigration a pris vraiment le projet, puis il a laissé vraiment de côté là, beaucoup d'expertise qui était déjà là dans les centres de services scolaires. Et bon, je pense que ça a donné lieu à plusieurs problématiques, dont par exemple la création des groupes, comme on peut le lire là, dans le rapport du commissaire à la langue française. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les références, en fait, dans l'épisode d'aujourd'hui. Vous pourrez aller lire, en fait, pour voir comment Francisation Québec a été mis sur pied, comment ça se passe pour l'instant. Et toutes les recommandations, en fait, que fait le commissaire à Francisation Québec. Donc, il y a 11 recommandations que je vous invite à aller lire si ça vous intéresse. Donc, on revient au programme de francisation. Donc, c'est quoi les objectifs du programme de francisation? Donc, il y en a 3, en fait. C'est vraiment de développer les compétences langagières en français tant à l'écrit qu'à l'oral, de favoriser l'intégration à la société québécoise en inculquant des connaissances culturelles et interculturelles et de préparer les apprenants pour des études subséquentes ou le marché du travail. Donc, souvent, en fait, c'est l'objectif des gens, ils veulent aller travailler. Donc, quand vous arrivez au Québec à 35 ans, c'est sûr que votre objectif, c'est de participer souvent là, au marché du travail. C'est 3 objectifs, en fait, qu'a le programme de francisation. Puis, le programme, en fait, va tenter de rendre les gens autonomes là, dans toutes ces compétences-là. Donc, les niveaux de compétences en francisation, le programme, je l'ai dit tantôt, est divisé en 8 niveaux de compétences. Donc, c'est comme 2 blocs, si je peux dire comme ça. Donc, les niveaux 1 à 4 qui sont vraiment des cours de niveau débutant et les niveaux 5 à 8 qui sont les niveaux intermédiaires. Les niveaux avancés, 9, 10, 11, 12, existent dans l'échelle, mais ne sont pas offerts là, par le MIFI ou par les centres de services scolaires. Là, je dis pas offerts, mais il existe quand même des initiatives locales. Donc, dans certains plus grands centres là, où on dessert une plus grande population étudiante, on va pouvoir mettre sur pied des programmes un peu maison, niveau 9 ou niveau écrit. De plus, il y a des cours qui sont donnés, par exemple, pour les cours professionnels, donc français pour ingénieurs, français pour infirmières, tout ça. Donc, il y a des cours qui sont plus spécifiques, atteindre un niveau un peu plus élevé là, que celui qu'on offre en commission scolaire ou encore en centre de service scolaire, en fait, ou encore dans les points de service du MIFI. Maintenant, là, tous sous Francisation Québec. Donc, mais le MIFI, souvent, offre ses cours plutôt dans des organismes communautaires, dans les cégeps, dans les universités, donc plutôt qu'en centre de service scolaire. Donc, on offre 8 niveaux pour lesquels les gens peuvent être financés aussi. Hein, c'est important de mentionner qu'il y a une allocation de subsistance là, qui est offerte. Donc, on parle d'à peu près là, 800 quelques dollars par mois. Et ces allocations-là, en fait, vont être offertes avec aussi, par exemple, un titre de transport ou des frais pour rembourser les services de garde ou les garderies. Donc, il y a vraiment des incitatifs qui permettent, en fait, aux nouveaux arrivants de venir se franciser. Évidemment, vous comprenez que c'est peu de sous, là. Donc, moi, ça fait des années que je plaide pour bonifier ces allocations-là. Ça a été bonifié en 2019. Ça a été bonifié un petit peu aussi, là. Je pense que c'est pas trop demandé que les gens puissent obtenir à peu près 1 000 $ par mois plutôt que 800 pour subvenir à leurs besoins. Le programme, au niveau technique, se déroule sur 1400 heures. Donc, faire les 8 niveaux, c'est à peu près 1400 heures. Puis là, je dis à peu près parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont soit abandonner, soit échouer, soit refaire, en fait, un examen, refaire un niveau, tout ça. Mais si le programme se passe bien et qu'il n'y a ni abandon, ni arrêt, ni échec à un examen, en fait, le programme doit se faire là, sur 1400 heures et vous avez terminé après ça le niveau 8, en fait. Qu'est-ce que ça vous donne de faire un niveau 8? Est-ce que ça vous donne un diplôme? Non, hein, ça vous donne une attestation. Vous recevez quand même des documents du ministère et des crédits là, pour les cours que vous faites en francisation. Mais c'est important de mentionner qu'il y a certains niveaux du programme
qui sont importants pour les dossiers migratoires. Par exemple, si vous voulez aller à l'examen de citoyenneté du Canada, vous devez démontrer que vous avez une connaissance du français ou de l'anglais, donc vous choisissez la langue officielle, là, que vous avez au moins un niveau 4. Vous avez plus, tant mieux. Vous avez moins, bien, on va vous demander quand même d'aller faire un examen certifié pour démontrer votre niveau de connaissance. Même chose au niveau, on s'en est parlé dans l'autre épisode, dans l'épisode précédent. Donc, si vous êtes un étudiant international ou un travailleur étranger que vous voulez passer par le programme PEC, donc Programme de l'expérience québécoise, on va vous demander un niveau 7 souvent, donc en POCO, là, donc production orale, compréhension orale, et le niveau du CSS ou du MIFI ne vaut rien. Donc, c'est important de dire qu'on veut l'équivalent du niveau 7, mais que vous ne pouvez pas présenter votre document de niveau 7 pour vos papiers légaux. Là. Il faut vraiment aller faire un examen certifié. Donc, qu'est-ce que c'est un examen certifié? On aura un épisode à ce sujet dans les prochaines semaines, mais un examen certifié, en fait, c'est strictement un examen qui doit vous positionner sur une échelle européenne, donc qu'on appelle le CECR. Et le CECR fonctionne avec une balise codée, chiffrée numérique. Donc, un niveau A1, un niveau A2, un niveau B1, B2, C1, C2. Si je vous explique, là, le B2, c'est la fin du bloc intermédiaire, donc c'est l'équivalent du niveau 7, 8, là, mais c'est plus 7 qu'on va demander, alors que le C2 est plutôt une personne native, là. Donc, cet examen-là va attester, en fait, va vous positionner sur le CECR et vous allez avoir besoin de cet examen-là pour démontrer votre connaissance du français et pour vos papiers légaux. Donc, on s'en parlera un peu plus tard. C'est important de mentionner que les niveaux très avancés, là, donc 9 à 12, ne sont pas offerts dans le cadre du programme de francisation au Québec. Si on fait un récapitulatif, donc la francisation, c'est un programme qui est fait pour les adultes de plus de 16 ans qui veulent apprendre le français, mais aussi les repères culturels du Québec. Le programme est offert sur 8 niveaux, dure un maximum de 1400 heures pour lequel vous pouvez être financé, n'est pas obligatoire parce que la loi 101 ne s'applique pas à l'éducation des adultes et aux gens de 16 ans et plus. Donc, vous pouvez venir en francisation, mais vous pouvez ne pas venir si ça ne vous intéresse pas. Et vous pouvez en fait être financé pour faire ce programme-là. Et vous pouvez avoir un financement là, autant à temps partiel qu'à temps plein. Évidemment, le montant du financement est moindre à temps partiel, mais vous avez quand même droit, là, les gens ont quand même droit à une allocation de subsistance si ils sont à l'école à temps partiel. Donc, aucun problème de ce côté-là. Pas d'âge limite pour participer au cours, donc vous êtes bienvenus, même si vous avez 94 ans, ça me fera plaisir et ça fera plaisir à tout le monde de vous transmettre la langue et la culture québécoise. C'est important de vous mentionner aussi que le programme a il y a 2 types de cours qui sont offerts. Donc, les cours pour les gens qui sont scolarisés dans la langue d'origine. Donc, c'est en fait ce qu'on demande pour entrer en francisation, de déclarer au moins 9 ans de scolarité. Et si vous n'avez pas ces 9 ans de scolarité-là, on offre un cours de francisation alpha ou alpha francisation qui va vous permettre non seulement d'apprendre le français, mais aussi d'entrer dans la littératie parce que souvent des gens n'ont pas eu de chance, en fait, de se scolariser ou n'ont pas appris à lire ou à écrire dans la langue maternelle. Donc, on leur offre aussi ce type de cours-là au Québec. Je termine en fait mon épisode, pas je termine, là, mais je veux vraiment, en fait, vous dire à quel point enseigner en francisation, c'est un beau métier. Pour moi, c'est plus qu'un métier, là, je vous dirais, j'aime pas le mot vocation, là, mais disons que c'est une mission un peu. Je vais quand même dire vocation. Là. Il y a des gens mais en tout cas, il y a des gens qui trouvent que c'est un terme qu'on ne devrait pas utiliser, mais pour moi, c'est vraiment, là, disons, mission de vie. Donc, transmettre la langue, transmettre la culture à des gens qui viennent vraiment des 4 coins du monde. Puis ça, c'est une expérience tellement enrichissante, tellement gratifiante. Vous ne pouvez même pas savoir. On a comme l'opportunité de jouer un rôle tellement crucial dans l'intégration et dans la participation de ces gens-là à la vie professionnelle ou à la vie sociale. On les voit évoluer tous les jours. On remarque rapidement, en fait, tout ce qui se passe, toutes les améliorations. Souvent, on enseigne au primaire, au secondaire, puis on ne constate pas l'évolution de jour en jour. Mais en francisation, là, vous commencez à un niveau 1, mettons un lundi matin, puis 8 semaines plus tard ou 10 semaines plus tard, vous les avez en examen, puis ils parlent, ils répondent à vos questions. Évidemment, ils ne sont pas encore super fluides, là, mais c'est beau de voir à quel point, d'être témoin là, des progrès linguistiques, c'est vraiment beau. C'est des moments de partage uniques aussi, là, vraiment, là, c'est
un métier très, très valorisant, une profession très, très valorisante. C'est vraiment une grande responsabilité, mais c'est aussi un privilège, je crois. Là. On est des guides un peu, des repères culturels. On est là pour motiver, inspirer, enseigner le français, leur donner des outils, des clés vraiment, des clés pour ouvrir les portes de leur nouvelle société. Je trouve ça fantastique d'avoir la chance d'avoir ce rôle-là. Maintenant que je vous en parle, peut-être que ça vous intéresse. Vous dites comment on fait pour devenir enseignant en francisation. Hein? Je pense que c'est une question que je me suis fait poser tellement souvent dans ma vie. Donc, il y a plein de gens aussi, souvent, qui ont fait des études connexes, qui disent je pense que j'aimerais enseigner en francisation. Bien, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez peut-être. Là. Donc, on va regarder un peu ensemble quelles sont les possibilités. Si jamais vous n'avez pas encore de bac ou que vous commencez votre vie professionnelle, bien, c'est sûr que j'irais vous conseiller de faire un bac en enseignement du français langue seconde. C'est un bac spécialisé vraiment qui vous donnera accès à l'enseignement aux adultes, mais aussi aux enfants et aux adolescents. Donc, vous pouvez, avec ce bac-là, vous allez avoir un brevet d'enseignement et vous pourrez choisir d'enseigner en classe d'accueil au primaire, en soutien linguistique, en classe d'accueil au secondaire, en français langue seconde dans une école anglophone, d'enseigner le français à l'étranger, n'importe où. Ce programme-là est vraiment fait pour, en fait, va vous qualifier pour les 3 niveaux, là, donc d'enseigner aux adultes, au primaire, au secondaire ou où vous voudrez après. C'est vraiment un programme qualifiant de premier cycle, donc 4 ans d'université. Si vous avez déjà un bac en littérature, en études françaises, en linguistique, en traduction, des domaines qu'on appelle connexes, il y a aussi plusieurs possibilités. Donc, vous pouvez tenter votre chance au MIFI. Donc, on embauche souvent en fait des enseignants au MIFI et on ne leur exige pas de brevet d'enseignement. Donc, c'est intéressant pour vous. Souvent, on va vous demander de faire peut-être un 30 crédits en éducation ou dans des domaines connexes comme ça, là, mais vraiment, c'est une opportunité là, pour vous d'essayer, en fait, tenter votre chance d'être embauché au MIFI. Ensuite de ça, si vous êtes déjà enseignant avec un brevet dans autre chose, là, vous avez un bac, par exemple, en enseignement pour le primaire, vous pouvez tenter votre chance, là, autant dans un CSS qu'au MIFI, mais il existe un programme à l'Université de Sherbrooke qui est un micro-programme, en fait, en didactique des langues secondes qui pourrait être intéressant pour vous. Et si vous voulez poursuivre vos études, bien, vous avez d'autres façons de vous qualifier. Donc, il y a une maîtrise en enseignement aux adultes, profil français langue seconde à l'UQAM, où vous pourriez étudier. Et il y a aussi le programme qualifiant à la TELUC, donc un DESS, que c'est une façon, en fait, d'obtenir un brevet sans faire de maîtrise ou sans faire de bac. En fait, il faut quand même avoir un bac avant, un bac qui est connexe, et vous pourrez vous qualifier à la TELUC ou au DESS. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de se qualifier. Si jamais ça vous tente, bien, écrivez-moi. Je répondrai à vos questions avec plaisir, mais vraiment, je vous ai donné, je pense, l'ensemble des universités qui offrent des programmes qui feraient en sorte que vous pourriez devenir enseignant en francisation. Donc voilà, j'espère que vous avez appris certaines choses aujourd'hui. Donc, un petit peu l'historique de la francisation, qu'est-ce que c'est la francisation, quels sont les niveaux, c'est quoi un peu les aspects techniques, les incitatifs financiers, même la gratification que vous pourriez avoir si vous enseignez en francisation et tout le parcours, en fait, si vous voulez vous qualifier pour le faire. Et nous allons poursuivre, en fait, avec un épisode plus léger pour le prochain sur vraiment des trucs et conseils pour apprendre le français pendant l'été. Donc, je vous ai concocté un petit épisode, en fait, là, que vous pourrez partager avec vos apprenants. Si vous êtes vous-même apprenant du français, je vais vous donner plusieurs trucs là, pour apprendre à l'extérieur de la classe ou même si vous êtes déjà en classe, donc des façons de bonifier votre apprentissage du français. Donc, je vous souhaite une superbe journée et on se retrouve pour le prochain épisode. À très bientôt! Merci infiniment d'avoir écouté Avec ou sans accent aujourd'hui. J'espère que nos échanges ont été aussi stimulants pour vous que pour moi et que vous serez à l'écoute pour les prochains épisodes. Avant de vous laisser partir, permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé dans l'épisode aujourd'hui? Quelles réflexions vous ont traversé l'esprit? N'hésitez pas à m'écrire afin de partager le tout avec moi. N'oubliez pas de vous abonner au balado pour ne rien manquer et surtout, faites découvrir Avec ou sans accent à tous ceux qui partagent notre passion pour nos sujets. Vous avez envie de travailler avec moi? N'hésitez pas à me contacter pour connaître mon offre de service et visiter mon site web. Au plaisir de vous retrouver pour notre prochain épisode. À très bientôt!